Madame, Monsieur, bonsoir. Comme chaque soir, nous nous retrouvons à 18h30 pour la première édition d'information sur le Oula. Nous vous proposons à présent les principaux titres de cette édition. Nous irons tout d'abord à Kigali, au Rwanda, qui abrite les travaux du sommet dédié à la zone de libre-échange continental africain. Le Maroc y est représenté par le ministre délégué chargé de la coopération africaine, Mohsin Jazouli. Et puis, Brasilia abrite les travaux de la 8e édition du Forum mondial de l'eau, un forum marqué par la remise du Grand Prix mondial Hassan II pour l'eau. Le chef du gouvernement, Saadine Othmani, conduit la délégation marocaine aux travaux du forum. Suite aux dernières précipitations, la saison agricole 2017-2018 s'annonce très prometteuse. À Barchid, la céréaliculture occupe une place de choix. Barchid est connu pour être le grenier du Maroc. Reportage et état des lieux dans notre édition. Et puis le art ancestral qui s'est développé au Maroc dès le XVIe siècle pour pérenniser cet art de la musique, de la poésie et du chant. Meknes a abrité la 3e édition de la journée nationale du Melhoun. Et avant de développer ces titres, retenons tout d'abord ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à M. Vladimir Poutine suite à sa réélection président de la Fédération de Russie. Dans ce message, Sa Majesté le roi exprime au président Poutine ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de réussite dans l'accomplissement de ses hautes fonctions et dans la réalisation des aspirations de son peuple à davantage de progrès et de prospérité, soulignant que cette élection témoigne de la confiance renouvelée du peuple russe en la personne de M. Poutine. Le souverain saisit cette occasion pour se féliciter des liens séculaires unissant le Maroc et la Russie basés sur l'amitié solide, l'estime mutuelle, la solidarité agissante et la coopération fructueuse, faisant part de sa satisfaction du développement soutenu que ces relations ont connu ces dernières années grâce à la volonté commune des deux chefs d'État de les hisser au plus haut niveau. Sa Majesté le roi affirme également sa certitude que ces relations seront renforcées dans tous les domaines lors du nouveau mandat du président russe, de manière à servir les intérêts communs des deux peuples amis. Dans ce contexte, le souverain réitère sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concert avec M. Poutine pour renforcer davantage et élargir les domaines du partenariat stratégique multidimensionnel entre les deux pays et de redoubler d'efforts pour consolider les consultations régulières et la coordination bilatérale au sujet de différentes questions régionales et internationales d'intérêt commun, et ce au service des intérêts suprêmes des deux peuples amis. Il s'agit également de servir la paix et la sécurité de par le monde et de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme sous toutes leurs formes, tout en promouvant la compréhension, la bonne entente et la coexistence entre les différents peuples et civilisations, conclut Sa Majesté le roi dans son message. Sommet extraordinaire de l'Union africaine à Kigali au Rwanda, un sommet dédié à la zone de libre-échange continental africain. Le conseil exécutif du sommet extraordinaire de l'Union africaine s'est réuni aujourd'hui. Le Maroc y est représenté par le ministre délégué chargé de la coopération africaine, Mohsin Jazouli. Reportage de nos envoyés spéciaux à Kigali, Mohamed Louahibi et Mu'tasim Bil El Bouazaoui, sur le commentaire de Souad Nachad. Les regards de tout un continent sont rivés sur Kigali, la capitale du Rwanda. D'ici, l'Afrique devrait franchir un grand pas vers l'intégration économique avec le lancement officiel d'une zone de libre-échange continentale. Sa création sera actée par un accord historique signé par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine selon une vision à long terme pour une Afrique intégrée, prospère et pacifique. Le Maroc participe au conseil exécutif du sommet extraordinaire de l'Union africaine en vue de la création d'une zone de libre-échange pour le continent africain. Ce projet s'inscrit dans la vision africaine de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, et il a comme ambition de renforcer les échanges au sein même du continent africain. Nous assistons à un moment historique où la création de cette zone de libre-échange permettra réellement au continent de développer ses échanges intracontinentaux.
le futur espace économique se traduira par la création d'un marché commun de biens et de services. Il devra stimuler les échanges intra-africains, doper le PIB du continent de plus de 35 milliards de dollars dans les 5 ans à venir, à la faveur de la levée progressive des obstacles tarifaires au commerce des marchandises et des services. Ce sommet est un sommet d'une importance capitale. C'est un sommet extraordinaire sur la mise en place de notre zone de libre-échange au niveau continental. L'Afrique doit faire des affaires avec l'Afrique. Les frères et sœurs sur le continent doivent pouvoir aller d'un pays à l'autre. Ce sommet donc signale un des grands moments de l'intégration au niveau du continent. Ce sommet va nous permettre de mieux appréhender les tenants et les aboutissants de cette zone de libre-échange du continent africain, qui a quand même une population de 1,2 milliard personnes. Donc c'est un marché extrêmement important et qui est en train d'être négocié ici à Kigali. Bon, je pense qu'à la suite des différents travaux, les différents pays vont prendre des positions communes. La concrétisation de cet ensemble économique de plus de 1,2 milliard de consommateurs est de nature à booster la part de l'Afrique dans le commerce mondial. Cette part se situe aujourd'hui aux environs de 2% seulement. Une telle zone permettrait, selon les experts, de réduire la dépendance de l'Afrique vis-à-vis de l'étranger, avec une baisse des importations africaines de 10,2 milliards de dollars. On va au Brésil à présent. Brasilia abrite les travaux de la 8e édition du Forum mondial de l'eau. Ce forum est marqué par la remise du Grand Prix mondial Hassan II pour l'eau. Le chef du gouvernement, Saad El Othmani, conduit la délégation marocaine à cette 8e édition du Forum mondial de l'eau. Mohamed Eikelchkar. Partager l'eau. Sous ce thème se retrouvent à Brasilia 35 000 participants de quelques 170 pays. 140 délégations ministérielles, 10 000 spécialistes en questions hydriques et un moment fort très attendu, la remise du Grand Prix Hassan II pour l'eau. Cette année, le Grand Prix Hassan II est revenu à l'Organisation de la coopération et du développement économique, l'OCDE, qui s'est intéressée ces dernières années aux questions de l'eau et de la bonne gouvernance. Un événement donc planétaire qui vise à mettre en relief les différents défis à relever pour la sécurité hydrique des populations. Nous avons une expérience à partager avec les autres. Pour nous, l'eau est d'une importance capitale et nous avons une belle expérience en matière du partage d'eau et de la coopération transfrontalière. Et pour montrer l'ampleur des défis, un seul pourcentage suffit. 97% des ressources en eau douce se trouvent dans des aquifères frontaliers, d'où le thème de ce 8e forum mondial, le partage de l'eau, une nécessité pour faire face aux menaces de guerre qui planent sur la planète, pour le contrôle justement des ressources hydriques. La problématique de l'eau a toujours suscité un intérêt crucial au Maroc. C'est ce qu'a affirmé à Brasilia le chef du gouvernement Saad El Othmani, qui préside, rappelons-le, donc une délégation marocaine de haut niveau au 8e Forum mondial de l'eau. Le ministre de l'Intérieur, Abdelwafi Leftit, s'est entretenu ce lundi à Rabat avec son homologue finlandais, M. Kai Maikanen, des moyens de renforcer davantage la coopération bilatérale sécuritaire en matière de lutte contre le terrorisme, particulièrement le phénomène des combattants terroristes étrangers, le crime organisé et le renforcement des relations sécuritaires au niveau opérationnel, ainsi que l'échange d'informations. On passe à la météo à présent. Retour de la neige et du froid sur plusieurs provinces du Royaume. Il neigera dès demain après-midi sur les reliefs du Haut et du Moyen Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux à des hauteurs supérieures à 1200 mètres. Mercredi et jeudi, le thermomètre sera en baisse avec des températures comprises entre -8 et -1 degré à Ifrane, Al-Hajb, Sfrou, Boulmen, Midelt, Khnifra, Bni Mellel, à Azilal, Chichawa, Al-Haouz, Taza et les reliefs de Tinrir, Rachidia, Ouarzazat et Talounat. Et puis attention également aux fortes rafales de vent demain et mercredi, 65 à 95 km/h. Elles souffleront sur les provinces de Boulmen, Midelt, Taza, Driouch, Nador, comme vous le voyez sur votre écran, le Husima. Il y a également Ouarzazat, Tantan, Tarfaya, Oued Dahab et les reliefs de Tizni, de Chichawa, de Sidi Ifni et d'Azilal.
Et puis, suite aux dernières précipitations, la saison agricole 2017-2018 s'annonce très prometteuse. Des pluies bénéfiques pour les pâturages, mais surtout, elles promettent une bonne production en céréales. À Barchid, la céréaliculture occupe une place de choix. Barchid est connu d'ailleurs pour être le grenier du Maroc. État des lieux dans ce reportage signé Sarah Katir. Avec une superficie de 125 000 hectares dédiés aux céréales, la province de Barchid contribue à hauteur de 20% dans la production céréalière régionale Casablanca-Stade. Et cette année, la campagne agricole s'annonce prometteuse. Les pluies ont eu un impact positif sur les céréales qui bénéficient de conditions d'évolution favorables. Depuis le lancement de cette campagne agricole, les structures du ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime ont fourni beaucoup d'efforts sur l'approvisionnement des agriculteurs en intrants agricoles, principalement les semences sélectionnées et les engrais, et puis un encadrement de proximité continu jusqu'à maintenant sur les traitements foliaires, les traitements herbicides. Les agriculteurs ont du pain sur la planche. Maintenant, ils sont invités à entamer la deuxième phase des traitements foliaires, car le blé peut être attaqué par de nombreux agents pathogènes à différents stades de son développement. Les précipitations ont été régulières et suffisantes pour se faire ressentir sur nos cultures céréalières. On commence à voir les épis de blé et c'est réjouissant. Il faut protéger les cultures céréalières des maladies, parasites, insectes nuisibles et mauvaises herbes. La qualité de notre blé en dépend largement. Les précipitations de la mi-mars ont aussi un impact positif sur les céréales, ce qui fait renaître l'espoir d'une bonne année agricole chez les agriculteurs de cette région. Nous entamons l'actualité internationale par la Russie. Vladimir Poutine réélu hier à la tête de la Fédération de Russie pour un 4e mandat avec plus de 76% des voix. Vladimir Poutine rempile pour 6 ans jusqu'en 2024. Il est arrivé en tête loin devant Pavel Grudinin, 11,80%, et les 6 autres candidats en lice. Le taux de participation est supérieur à celui de 2004, 67,47%. Contre 64,3% pour la première élection présidentielle en Crimée. Le dirigeant russe décroche 92,15% dans la péninsule. Et on prend à présent la direction de la Syrie. Les bombardements du régime syrien continue. 20 civils ont été tués à Douma, la plus grande ville de la Ghouta orientale. Ces bombardements interviennent après plusieurs jours d'accalmie dans la ville, d'où ont été évacués des dizaines de malades ou de blessés. Près de 700 000 ou 70 000 personnes ont fui les secteurs rebelles de la Ghouta ces derniers jours. Un couloir humanitaire a été mis en place par l'armée syrienne avec l'aide du Centre russe pour la réconciliation. Un convoi humanitaire a livré 137 tonnes de nourriture et de médicaments dans la Ghouta orientale. Et puis on reste en Syrie où l'armée turque s'est emparée de la ville d'Afrin. L'avancée des forces turc a entraîné un exode massif de civils. Plusieurs dizaines d'entre eux ont été tués depuis le début de l'offensive turque, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Quelques heures après leur entrée à Afrin, les forces de l'offensive turque se sont déployées dans l'ensemble des quartiers de la ville, tirant en l'air et paradant pour célébrer leur victoire. L'Observatoire syrien des droits de l'homme évalue à plus de 280 le nombre de civils tués depuis le début de l'offensive d'Ankara. C'est fait. Depuis hier, la saison de la pêche a été lancée dans les eaux continentales douces. C'est à Azolo que cette manifestation sportive organisée à l'initiative du Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification a été lancée. Elle concerne les eaux classées à salmonidés et aussi les plans d'eau d'Amras. Le reportage est signé Ahmed Fadeli sur un commentaire de Dominique Orlando. C'est donc officiel depuis hier, il est à nouveau permis de s'adonner à la pêche dans les eaux continentales qui ont la particularité d'être douces.
tout autant que la truite qui en est la vedette arc-en-ciel. Et pour parvenir à capturer celle que beaucoup surnomment la rebelle ou l'insaisissable, les pêcheurs n'ont pas hésité à se réveiller de bonne heure, armés de leur passion pour ce qu'ils considèrent comme un sport de détente, de leur patience également et de beaucoup d'autres astuces. كما كتشوفوها لا كان بين يدي راه فيها الموليني فيها السبيب يعني البوشون لي كويير لي فير دو تير لا موش كاين اللي كيصيد حتى بلا موش والحمد لله الحوت موجود. Ça mord. Le poisson est abondant. Nous avons fait une bonne pêche en cette journée pluvieuse. بلادنا خير في خير وراه كل شيء ممتاز اللهم لك الحمد. La pêche à la ligne est réglementée de façon très précise, ce qui entre dans le cadre d'une planification rationnelle des ressources piscicoles. Elle consiste ici à produire annuellement plus de 2 millions d'alevins truites arc-en-ciel à des fins de repeuplement et pour développer cette pêche dite sportive. Tous les pêcheurs ont pu atteindre le quota fixé, à savoir 8 poissons par pêcheur. La pêche nécessite une autorisation spéciale facturée à 150 dirhams. Mais toute personne a droit à une, voire 2 autorisations et donc 8 à 16 poissons pêchés au maximum. Autant de règles à suivre qui permettent à chacun d'entamer cette journée au lac dans un esprit de vraie convivialité. Et peu importe les températures, souvent très fraîches au petit matin, quelques branches de bois secs suffiront pour allumer un petit feu qui lui-même servira un peu plus tard à la cuisson d'un repas collectif. Retour à l'heure GMT +1, dimanche 25 mars, c'est ce qu'annonce le ministère de la Réforme de l'administration et de la fonction publique. L'heure légale sera avancée de 60 minutes le dimanche à 2h du matin, précise le ministère. Et puis, changement d'horaire également pour les journaux télévisés sur Al-Oula. Également dimanche 25 mars, le JT de la mi-journée est à 13h. À 14h, le JT Amazir suivi du journal en espagnol. Le JT en français sera fixé à 19h. La principale édition d'information à 21h. Et la dernière édition sera fixée aux environs de minuit. Et puis demain, à partir de 21h15, un rendez-vous sur notre antenne avec un film documentaire produit par Al-Oula en collaboration avec les Forces armées royales. Un film documentaire qui montre les multiples actions humanitaires que mènent les casques bleus marocains au Congo et en République centrafricaine. Une équipe de la SNRT s'est rendue sur le terrain pour vous rapprocher de ces missions humanitaires, notamment au service de la paix et de la sécurité des citoyens, mais également pour mener des campagnes médico-sanitaires d'éducation et de mobilisation de l'eau potable. Rendez-vous donc avec ce film documentaire demain mardi, donc 20 mars, à partir de 21h15. Et pour refermer l'édition, le melhoun, un art ancestral qui remonte à l'époque arabo-andalouse. Il s'est développé au Maroc dès le XVIe siècle. Et parmi les maîtres du melhoun, citons le Hajj Hussein Touleli. Sa ville natale d'ailleurs, Meknes, organise depuis 3 ans la journée nationale du melhoun. Une 3e édition organisée par l'association Rihab Ismaïlia pour pérenniser cet art ancestral. Abslam Khloui et Mounia Marouche. Le somptueux Bab el-Mansour brille de 1000 feux. Sur les notes de la musique, les mélomanes voyagent dans des sonorités pleines de poésie. Un florilège de chants célébrés dans cette 3e édition du festival de l'Melhoun. À travers cette édition, nous veillons à préserver cet art authentique. À travers ces manchidines et musiciens, Meknes, c'est le berceau du Melhoun. La magie du chant résonne dans la place mythique de Saht el-Hedim, un lieu chargé d'histoire où le Melhoun perdure, investit les lieux et même les cœurs.
Le Melhoun a de grands admirateurs. Les dépositaires de cette forme artistique ne ménagent aucun effort pour préserver et valoriser cette pratique artistique. Les pionniers du Melhoun veillent à ce que ce chant soit célébré à sa juste valeur et pourquoi pas inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Voilà, merci de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Une excellente soirée. Retour de l'info sur Loula, c'est 20h30, pardon. À demain.